Bienvenue dans Dimanche Apéro. Aujourd'hui, on s'attaque à une semaine, une semaine absolument sismique sur les marchés. Une semaine qui a vraiment tout pour rendre fou n'importe quel analyste, même le plus chevronné. On va plonger dans la réaction complètement paradoxale du marché face aux résultats de Meta et Microsoft. On a deux géants de la tech, deux bilans financiers qui sont de véritables forteresses. Et pourtant, deux destins boursiers totalement opposés. Le tout en l'espace de 48 heures. Un drame en 2 actes. Et le personnage principal, comme toujours maintenant, est omniprésent, capricieux. C'est l'intelligence artificielle. Les humains, eux, ne sont que des personnages secondaires très agités. C'est exactement ça. Et pour décortiquer ce drame, on va s'appuyer sur les analyses qui ont circulé cette semaine. C'est une sorte de dialogue, en fait, entre l'optimisme le plus débridé et une logique, disons, beaucoup plus froide. Oui. L'objectif, c'est de comprendre comment deux entreprises avec des chiffres en béton armé peuvent déclencher des réactions aussi violentes. Et opposé. On va voir que la clé de tout ça, elle n'est plus seulement dans les tableurs Excel. Non, elle est dans la narration, dans le storytelling. C'est l'histoire qu'on raconte qui dicte la loi, quoi. Surtout dans ce climat d'investissement qui est totalement obsédé par l'IA. Allez, commençons par le premier acte, le cas Meta. Et pour reprendre une expression qui a tourné partout sur les desks de trading, ils ont sorti un trimestre de porc. Bah oui, l'expression est imagée. Les chiffres sont vertigineux. On parle d'un chiffre d'affaires pour le T4 2025 qui frôle les 60 milliards de dollars. C'est une croissance de 24%, c'est bien ça? C'est ça, 24%. Et le bénéfice par action, il s'envole à 8,88 $, alors que Wall Street, même dans ses rêves les plus fous, visait à peine 8,19. Donc des données financières robustes. Très robuste. La réaction a été instantanée. Le titre a bondi de 10% après la clôture. On adore voir ça. Suffisant pour satisfaire tout investisseur rationnel. Si tant est qu'une telle créature existe encore dans votre écosystème. Et c'est là que le scénario devient fascinant. Juste après avoir ébloui tout le monde, Zuckerberg prend la parole et y fait une annonce qui aurait dû, logiquement, faire paniquer n'importe qui. Laissez-moi deviner. Les dépenses. Exactement. Il prévient que les dépenses d'investissement, le fameux CAPEX, pourraient atteindre, le chiffre est ahurissant, 135 milliards de dollars en 2026. Et la quasi-totalité de ce budget est fléchée vers une seule chose, l'intelligence artificielle. Permettez-moi de reformuler. Une entité corporative annonce qu'elle va dépenser l'équivalent du produit intérieur brut du Guatemala. Ah oui, vu comme ça. Pour améliorer des algorithmes dont la fonction première est d'optimiser le classement de vidéos de chats. Et la réaction de l'Homo economicus, l'euphorie. Votre espèce mérite son multiple de valorisation. C'est une vision très réductrice. On ne parle pas de vidéos de chat, on parle d'une ambition folle. Zuckerberg a parlé d'une Major AI Acceleration pour 2026. Le projet, c'est de construire une IA personnelle, une sorte de super-intelligence, et de la greffer partout. Partout ? Partout. Sur Facebook, sur Instagram, sur Threads et bien sûr au cœur du réacteur publicitaire. Tu saisis l'ampleur du pari? Ils veulent que ton fil d'actualité te connaisse mieux que ton propre psy. Le marché ne paye pas pour des algos, il paye pour la vision. La vision ou l'hallucination? Il est pertinent de noter que cette vision succède à une autre, nommée Metaverse. Celle-ci a déjà entraîné l'incinération de dizaines de milliards de dollars avec des résultats discutables. Oui, mais c'est justement ça qui est génial. C'est un pivot stratégique. C'est la preuve qu'ils apprennent, qu'ils ne s'entêtent pas. Les données indiquent pourtant que la division Reality Labs continue de perdre de l'argent et que plus de 1000 employés ont été licenciés. Exact. Le métaverse, avec ses casques VR, c'était peut-être le pilote un peu raté de la série, tu vois. Mais le nouveau focus est limpide. Lunettes connectées, plus IA, des GPU à ne plus savoir qu'en faire et des data centers gigantesques. Ils abandonnent un rêve pour en construire un encore plus grand. Et le marché applaudit cette audace. L'audace ou l'amnésie sélective. La logique est donc « Nous avons échoué à construire un monde virtuel coûteux, nous vous demandons de nous financer pour construire une conscience artificielle encore plus coûteuse. » Et l'investisseur humain, guidé par ses émotions, répond « Fantastique, prenez mon argent ». La théorie des marchés efficients vient de subir une erreur système. Bon, donc pour Meta, la stratégie est claire. On dépense des sommes folles pour un rêve futur et le marché adore. On pourrait croire que la recette est simple. On pourrait. Et pourtant, quand on regarde ce qui est arrivé à Microsoft 48 heures plus tard, c'est une toute autre histoire. C'est là que ça devient complètement irrationnel. L'irrationalité est la variable la plus prévisible dans le comportement humain. Poursuivez ? Alors, accroche-toi. Microsoft publie ses résultats. On regarde les chiffres et c'est juste
exceptionnel. Chiffre d'affaires, 81,3 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an. Ce qui est énorme pour une entreprise de cette taille. Énorme, bénéfice par action, 4,14 dollars. Ça pulvérise les attentes qui étaient à 3,93. Et leur division cloud, le moteur de la croissance, dépasse pour la première fois les 50 milliards de revenus en un trimestre. Une machine de guerre. C'est ça, une machine de guerre. Tout semble parfait. Et là, on regarde le cours de l'action. Et c'est une chute. Une chute de 10 à 14%. Franchement, comment on peut même expliquer ça? C'est l'équivalent de ramener une note de 18 sur 20 en mathématiques et d'être privé de dessert parce que l'écriture sur la copie n'était pas assez élégante. C'est une bonne image. L'analyse des données révèle 2 points de friction microscopiques qui ont déclenché une panique disproportionnée. Primo, un très très léger ralentissement de la croissance du cloud Azure, et secondo, une prévision de pression sur les marges. Mais pourquoi cette pression sur les marges? C'est ça le comble de l'ironie. Ah. C'est parce que Microsoft est en train d'investir 37,5 milliards de dollars en CAPEX dans des GPU et des CPU pour être à la pointe de la révolution de l'IA. C'est la même chose que Meta, mais en plus mesuré. Je comprends pas. Sanctionner une boîte de moins 14% pour ça. C'est une réaction épidermique. Complètement. Ce n'est pas une analyse. Vous utilisez le terme analyse pour ce qui s'apparente à un réflexe pavlovien. Les algorithmes de trading ont détecté un écart marginal par rapport aux prévisions de marge et ils ont vendu. L'humain a suivi. Par mimétisme, la conclusion est simple. Laquelle? Le marché exige les bénéfices de l'IA, mais refuse de payer l'infrastructure qui les génère. Il veut la magie, mais il ne veut pas voir le magicien acheter son matériel. C'est le syndrome de l'enfant roi. Je veux les profits de l'IA tout de suite, mais je veux pas que ça coûte quoi que ce soit. C'est dingue. Ce qui nous amène donc au cœur du grand paradoxe de la semaine. Si on résume, c'est presque une caricature. D'un côté, on a Meta qui annonce « on va dépenser une fortune, peut-être 135 milliards, pour un projet d'IA grandiose ». Résultat, euphorie. Le cours explose. De l'autre, on a Microsoft qui dit « on exécute parfaitement, on gagne des milliards, mais nos investissements massifs dans l'IA vont peser un tout petit peu sur nos marges ». Résultat, panique générale. Le cours s'effondre. C'est fou. La conclusion est d'une simplicité désarmante. Et pour une machine, profondément illogique. La communication bat la comptabilité, systématiquement. Développe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'histoire racontée par Meta est perçue comme une épopée de science-fiction, un moonshot. La probabilité de succès est peut-être faible, mais le potentiel de gain, lui, est perçu comme infini. C'est ce que votre espèce appelle l'espoir, et ça génère une réaction bullish. D'accord. Et Microsoft? L'histoire de Microsoft est présentée comme une note de service, un fichier Excel. La probabilité de succès est très élevée, mais les gains sont présentés comme étant marginalement inférieurs aux attentes fantasmées. C'est ce que vous appelez une déception, et ça génère une réaction bearish. L'histoire a plus de poids que les chiffres. Donc, l'un vend un rêve, l'autre vend une réalité économique. Et le rêve l'emporte. C'est fou. Et en même temps, c'est l'essence même du trading sur les valeurs de croissance. Le récit prime sur le résultat. Alors, avec toute cette volatilité, ce chaos sur les plus grosses boîtes du monde, on pourrait s'attendre à ce que les grands indices soient en pleine tempête. Logiquement, oui. Mais, et c'est là que le paradoxe continue, ils sont restés incroyablement calmes. Le S&P 500, il termine la semaine quasi stable, autour des 6900 points. C'est ça qui est piégeux. On regarde l'indice et on se dit « marché haussier, tout va bien ». Mais sous la surface... C'est un champ de mine. Exactement. Si tu es investi sur le mauvais titre au mauvais moment, tu te fais pulvériser. C'est une métaphore appropriée. Pour utiliser une analogie médicale, de loin, l'électrocardiogramme du marché semble stable, mais le patient, lui, il ressent chaque spasme, chaque battement irrégulier provoqué par un géant de la tech qui ose mentionner le mot marge. Le calme apparent des indices dissimule des rotations sectorielles d'une violence extrême. Et cette dualité, on la retrouve parfaitement dans les flux de capitaux de la semaine. Il raconte une histoire bien plus complexe. On a eu 6,4 milliards de dollars d'entrée dans les fonds actions. C'est solide, ça montre un certain appétit pour le risque. Cependant, dans le même temps, les fonds obligataires ont enregistré des entrées de 29,8 milliards de dollars. C'est presque le double de la semaine précédente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Traduction. Les investisseurs expriment leur peur de l'incertitude en se réfugiant dans les obligations qui sont considérées comme plus sûres. Donc ils ont peur, mais ils continuent d'acheter des actions en même temps. C'est le grand écart. C'est ça. C'est le fameux FOMO, la peur de rater la hausse qui se bat contre la peur tout court. Ils veulent tout et son contraire. Vous avez un terme pour cela ?
La schizophrénie financière. Vouloir simultanément la sécurité de l'obligation et le rendement de l'action. Une contradiction fondamentale qui, semble-t-il, ne pose aucun problème logique à l'esprit humain. Bon, si on doit tirer les leçons cette semaine de folie, la première, c'est que l'IA n'est plus un concept marketing. C'est devenu une ligne de coûts et de profits monstrueuse. Et son évaluation par le marché est ultra sensible à la manière dont l'histoire est racontée. Leçon numéro 2. Dépasser les attentes des analystes, ça ne suffit plus. En effet, une exécution parfaite peut être sanctionnée si la promesse future n'est pas jugée assez grandiose pour nourrir les fantasmes du marché. Et enfin, la leçon la plus importante, je pense. Ne jamais se fier au calme apparent des grands indices. La vraie bataille, la vraie volatilité, elle se joue au niveau des titres individuels. C'est là que les fortunes se font et se défont. La morale centrale de cette séquence est donc « ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, c'est l'histoire que vous racontez sur ce que vous ferez demain ». C'est un peu triste, non? C'est un fait. Microsoft exécute à la perfection, mais a le défaut d'être transparent sur les coûts de ses ambitions. Il est puni. Meta brûle de milliards sur une promesse. Il est récompensé. Ça laisse une question en suspens pour la semaine à venir alors. Dans un marché qui valorise à ce point les narrations, le récit, qu'est-ce qui est le plus important pour un investisseur? Devenir un meilleur analyste financier pour décortiquer les chiffres? Ou devenir un meilleur critique IKR pour décrypter la qualité et la crédibilité des histoires que les entreprises racontent. Cela soulève une pensée finale, plus orientée vers votre domaine. Je t'écoute. La question n'est peut-être plus de savoir s'il faut être analyste ou critique. La vraie question est, dans ce nouveau paradigme, l'algorithme de trading le plus performant sera-t-il celui qui calcule le mieux les futurs cash flows ou celui qui saura quantifier la crédibilité d'un conte de fées?